Donc bonjour, donc l'objectif de cette présentation, c'est de faire le point en fait sur ce que dit la science sur les différences entre un sabot qui est pieds nus et un sabot qui est protégé. On entend beaucoup d'informations, elles ne sont pas toujours fondées. On va essayer de rester objectif en vous proposant des résultats, uniquement des résultats scientifiques. Par contre, ça, c'est pas la présentation qu'on a envoyée hier. À ce qui paraît, on peut entendre souvent que quand on protège les pieds d'un cheval, que ce soit avec des fers ou de la résine, des plaques, il peut travailler plus longtemps et aussi sur des terrains difficiles. Est-ce que c'est vrai ? Fallait juste poser la question et puis dire clairement oui. Donc il n'y a pas trop de débat par rapport à ça. Donc on va vite avancer. Et aussi, on peut entendre que quand on met des fers, le pied est bloqué. Il n'y a plus de mouvement, il ne peut plus bouger. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors le mouvement du sabot, pour rappeler un petit peu comment ça fonctionne, il faut voir que le sabot bouge lors de la mise en charge et lors de la décharge, notamment avec les mouvements d'expansion, c'est-à-dire les talons qui s'écartent, et les mouvements de contraction quand les talons se resserrent. Ça, c'est quand la phalange descend dans la boîte cornée. Et on n'a pas la vidéo. Donc voilà, donc on voit la descente, la mise en charge. Vous voyez un petit trait derrière le talon. Et c'est vrai que lors de la mise en charge, on voit bien que les talons s'écartent et qu'il y a un mouvement de la boîte cornée. Elle n'est pas complètement rigide. Alors, la partie arrière de la boîte cornée, elle bouge, mais il y a aussi la partie avant qui bouge, même si c'est moins visible et on la regarde moins. Là, c'est deux radios qui ont été superposées, une en charge et une en décharge. Et en rouge, c'est lorsqu'on est en décharge. Et on voit qu'il y a un mouvement de la paroi, notamment la partie proximale de la paroi, qui s'effectue lors de la mise en charge. Alors, pour comparer les différences de mouvement du pied entre un pied ferré ou protégé et un pied nu, c'est Rupstorff qui s'est intéressé à ça en 2001. Donc, il a mesuré l'expansion et la contraction des sabots sur 5 chevaux. C'était au pas et au trot. Et il a mesuré ça en rajoutant sur des chevaux qui étaient pieds nus une pression sur la fourchette qui était plus ou moins intense. Et il est finalement arrivé à ce graphique qui caractérise l'intégralité de la phase d'appui, la phase de soutien. La phase d'appui, c'est évidemment quand les courbes sont en haut. La phase de soutien, c'est quand les courbes sont en bas de l'axe. Et sa conclusion, c'est de dire que quand le pied est nu, quand il n'y a pas de fer, et les mouvements d'expansion sont plus importants. En fait, la courbe du bas, c'est la courbe du pied ferré. Au-dessus, on a la courbe du pied nu. Et plus on appuie sur la fourchette, plus il y a de pression sur la fourchette, plus il y a des mouvements d'expansion de la boîte cornée. Il a démontré aussi, lors de cette étude, que les talons s'écartaient avec la pression de la fourchette, mais aussi avec la descente de P2 qui écartait les cartilages angulaires et qui permettait une dépression et qui participait aussi à l'écartement de ses talons. Mais du coup, Pierre, pourquoi je veux faire mon cheval dans ce cas-là ? Parce que quand on fait un cheval, il peut travailler sur des sols plus longtemps et sur des terrains difficiles. Alors en 2019, Brunsting en Belgique a fait également une étude pour comparer le pied, l'expansion et la contraction d'un pied sur un cheval pieds nus, sur un cheval ferré avec une ferrure traditionnelle, et sur un pied, tu peux cliquer là, sur un pied sur un fer qu'il a coupé en deux en pince, y compris le pinçon en fait, pour donner la mobilité. Alors le fer a été broché avant d'être coupé, et une fois le fer broché, il a coupé, et il a mis une jauge en talon pour voir ce qui se passait. Et sur la courbe, sur le l'histogramme d'après, voilà. Donc on a en bleu le pied nu. Donc on voit qu'entre le pas, le trot et le galop, il y a une augmentation de l'expansion du pied avec la vitesse.
assez peu de différence de contraction, hein, la ligne, les courbes du bas. Et ensuite, sur le pied en verre ferrure conventionnelle, on a également une augmentation de l'expansion avec l'allure, mais moindre que du cheval pieds nus. Donc ça rejoint tout à fait l'étude dont nous a parlé avant Pierre. Et ensuite, avec son fameux fer là qu'il a coupé une fois broché, eh bien, on voit que le pied a autant, voire même plus au galop, d'expansion. Donc ça, c'est juste pour remarquer que c'est bien évidemment la rigidité horizontale du fer qui limite l'expansion du pied. Voilà. Donc Valentine, quand on nous demande, quand on met des fers, est-ce que le pied est bloqué et ne peut plus bouger, il ne faut pas exagérer. Disons que c'est vrai que le pied a moins d'expansion et de contraction que le pied nu, avec une ferrure classique, mais on ne peut pas dire que le pied est totalement bloqué. La différence d'expansion, c'est de l'ordre du dixième de millimètre quand même. Et le fer traditionnel, évidemment, limite l'expansion par rapport à un pied nu, ça c'est indéniable. Et sinon, quand le fer est collé, est-ce qu'il a autant, voire plus de mouvement que quand mon fer est broché? Alors ça, c'est Yoshihara au Japon qui a étudié ça en 2010. Par rapport avec 7 chevaux, il a étudié l'expansion, les différences d'expansion et de contraction sur 7 chevaux avec des fers qui étaient collés. Alors vous voyez comment ils ont été collés, hein, sur toute la circonférence du fer, y compris les talons. Il a mis une sonde entre les deux talons pour mesurer cette expansion, justement. Et il a comparé ça avec des fers brochés. Et il s'avère en fait qu'il y a moins d'expansion avec un fer qui est collé par rapport à un fer qui est cloué. Et ça, aux 3 allures. Donc en fait, un fer collé bouge moins qu'un fer broché. Mais ça, c'est parce que dans ton étude, le fer, il était surtout collé sur la partie arrière, non? Alors, effectivement, là, sur l'étude précédente, le pied était collé sur tout le pourtour du fer, sur un fer rigide. Et donc, ensuite, Yakahashi, en 2022, il a fait une autre étude, et il a essayé, du coup, de coller le fer, mais que sur la partie antérieure, pour voir, du coup, si ça changeait quelque chose sur l'expansion et sur la contraction des pieds. Tu peux changer de diapo. Voilà. Donc, on voit un petit peu son principe. Il a pris un fer aluminium rigide, ou acier d'ailleurs, je ne sais pas trop, enfin bon, un fer rigide, avec des relativement gros pinçons, et il est venu coller le fer à la paroi du sabot via ce moule translucide là, qu'il a rempli de résine. Voilà. Et donc, ensuite, avec un principe de jauge, même chose, il a regardé l'expansion du pied, et il en ressort au final qu'un pied qui est collé sur la partie antérieure du pied, eh bien, en fait, a les mêmes expansions et contractions qu'un pied qui est broché dans la partie antérieure, en fait. Voilà. Donc pour conclure, est-ce que quand le fer est collé, est-ce que le pied a autant de mouvement que broché? Eh bien, quand le fer est collé sur toute la circonférence du pied, il y a moins de mouvement, il y a moins d'expansion, moins de contraction que sur le pied broché, qui lui-même a moins d'expansion et moins de contraction que sur le pied nu. Et quand un fer est collé sur la partie antérieure du pied, eh bien, il a les mêmes possibilités de mouvement qu'un fer broché. Et ces mouvements dont on parle d'expansion, de contraction, c'est ça qui permet une bonne circulation sanguine dans le pied, non? Alors, Jenny Hagen en a parlé tout à l'heure, la circulation, la vascularisation dans le pied, c'est quelque chose qui a été mis en place, notamment par Boulay déjà dès 1851, en disant qu'en fait le pied fonctionne comme une pompe lors de la mise en charge, c'est-à-dire lorsqu'il y a une expansion des talons, et lors de la décharge. Donc sur cette vidéo, c'est très joli parce qu'on peut voir le sang qui circule dans le pied. Après, c'est complètement... C'est fake, ça, c'est complètement faux. C'est un montage. Parce que le sang, il ne circule pas comme ça sur un pied immobile. Je veux dire justement qu'il y avait un phénomène de pompe et le pied, la vascularisation ne se fait qu'avec des mouvements de charge et de décharge. Donc sur cette vidéo, on a remplacé le système vasculaire avec du sérum physiologique. Et quand on ouvre l'arrivée de sérum dans la circulation du pied,
Les deux petits canaux qu'il y a à l'arrière, ce sont les veines en fait. On s'aperçoit quand il y a une charge, il y a un retour veineux, c'est-à-dire le sang est expulsé, et quand il y a une décharge, eh bien, le sang rentre dans le pied. Là, on peut voir, encore lors de cette vidéo, c'est des vénogrammes qui ont été effectués, et on peut voir la vascularisation du pied. On voit surtout que quand il y a une charge, eh bien, le sang se vide. On voit surtout que c'est ce qui se vide en premier, c'est les vaisseaux lamellaires dorsaux, ces fameux vaisseaux qui nous portent la poisse quand on a des fourbus. C'est eux qui se vident en premier lors de la charge. Après, il y a le plexus bulbaire qui se décharge aussi, mais c'est d'abord les vaisseaux lamellaires dorsaux qui se vident en premier. Alors justement, quand on y regarde de plus près, on découvre que la troisième phalange, en fait, elle est en équilibre. Elle est soutenue comme par des élastiques dans la boîte cornée. C'est au niveau de ces lamelles secondaires qui se relient à l'os par du collagène. Et quand il y a une charge, eh bien, en fait, c'est ce collagène qui s'étire et qui stimule la vascularisation. Donc quand il y a une descente de P3 et une charge, ces lamelles secondaires se vascularisent, et c'est ça qui permet en fait de vasculariser le pied. En fait, c'est comme dans un trampoline. La troisième phalange est suspendue par ces lamelles secondaires dans la boîte cornée. D'ailleurs, c'est Chris Pollitt qui a essayé de bloquer ces lamelles secondaires, c'est-à-dire qu'il a fixé la paroi sur la troisième phalange. Il a fait ça sur 6 chevaux. Et en fixant la paroi sur la troisième phalange, on empêche les mouvements dans ces lamelles secondaires. Et il s'est aperçu qu'il n'y avait plus de vascularisation à partir du moment où on bloquait ces mouvements de lamelles secondaires. Et d'ailleurs, quand il a enlevé les vis, tous les chevaux étaient fourbus. Donc en fait, la boîte cornée, c'est un petit peu comme un trampoline. Il y a un côté élastique qui vient du collagène finalement, et c'est ce qu'on appelle l'appareil de suspension de la troisième phalange. Donc par rapport à la question que Valentine a posée, est-ce que c'est l'expansion qui permet la vascularisation? C'est pas aussi direct que ça. Finalement, c'est la charge et la décharge qui va permettre l'expansion et la contraction des talons. C'est la charge et la décharge qui va permettre la vascularisation par les lamelles secondaires qui vascularisent le pied. Mais par contre, on n'a jamais réussi à prouver que c'était l'expansion des talons qui permettait la vascularisation proprement dite. Alors, on entend par certains qu'il faut couper la paroi pour que le cheval ne s'appuie que sur sa fourchette et sa sole. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Chris Pollitt, toujours, a fait une très belle vidéo où on montre un pied là, avec évidemment une paroi dorsale qui a été complètement enlevée de l'appui, un pied très court, et on voit déjà que le pied appuie déjà sur sa sole, et quand on enlève la pince, eh bien, on voit qu'effectivement le pied est en appui sur sa sole vive, et qu'on a juste au-dessus le corion de la sole, puis ensuite la phalange. Et vous voyez qu'avec la pression, évidemment, la sole s'aplatit sur le sol, et la phalange descendant, la phasole vient écraser le corion, et donc on comprend que l'artère circonflexe, cette artère dont a parlé Jenny Hagen, qui fait le tour du pied, et qu'on devrait voir ici, complètement vascularisée, en fait, évidemment, il n'y a plus de sang dans cette partie-là. Donc, s'il n'y a plus de sang, il y a nécrose, et il n'y a pas de possibilité de vascularisation normale des feuillets. Alors, quand on met un fer, c'est encore pire, en fait, parce que là, qui plus est, quand il n'y a pas d'ajusture sur le fer, c'est-à-dire quand la face supérieure n'est pas incurvée, mais on a la phalange qui est directement en appui sur le fer. Donc là, on comprend bien que le cheval ne peut pas marcher avec ce type de ferrure sur un pied si court. Alors le pied a quand même été broché sur le fer, et ensuite on va voir le pied du dessous, mais voilà, on voit le pied du dessous. Mais là, évidemment, il n'y a pas du tout de circulation sanguine dans ce pied.
D'ailleurs, qu'il soit au sol ou qu'il soit en l'air, puisque le pied est complètement comprimé. Et donc, du coup, il n'y a pas du tout de sang dans toute la partie antérieure du pied. Donc, évidemment, en plus, ça provoque une douleur énorme pour le cheval, ça c'est sûr. Donc, quand on enlève ensuite le fer, c'est ce qui va se passer. En fait, le cheval retrouve évidemment une perfusion normale. Voilà, où on retrouve l'arc terminal et la perfusion, l'artère circonflexe qui est anastomose et qui récupère le sang. Donc là, on a le même pied, mais avant parage, avec une paroi à l'appui, avec du coup une sole qui ne touche pas le fer, avec de l'air sous la sole, on le voit bien, de part et d'autre. Et du coup, là, il va accentuer l'appui de la fourchette, comme on pourrait faire avec un fer en cœur, mais il va plutôt utiliser ce type de plaque où l'appui de la fourchette est exacerbé puisqu'il est plus épais. Et il va positionner la plaque sur la fourchette, évidemment, de façon à ce que l'appui soit privilégié en fourchette. Et ensuite, il va mettre en charge et on va voir ce qui va se passer. Donc là, les vidéos qu'on voit, ce sont des artériogrammes. Donc on voit vraiment le sang, la façon dont le sang rentre dans le pied. Hein? Donc là, eh bien, on voit que le sang ne passe pas du tout. Alors il y a quand même un petit peu de sang dans la partie terminale de l'arcade terminale par le réseau périphérique. Mais par contre, en pince, il n'y a pas de sang. Autrement dit, l'appui de la fourchette n'a pas augmenté, n'a pas permis une meilleure vascularisation du pied. Alors là, ce sont des cales qu'on peut utiliser parfois sur des fourbus aigus pour essayer de les aider. Hein, donc là, la cale est très compensée, évidemment. Et là, il va y avoir le même exercice. Donc le pied est mis sous presse. Et là, eh bien, on s'aperçoit que la circulation sanguine est très bonne et que tout le sang tout le pied est bien vascularisé. Donc en fait, le fait de compenser fortement permet de rétablir une circulation sanguine. Alors comment le pied se déforme? Eh bien, en fait, ça, ce sont des idées reçues qu'on connaît tous. Hein, c'est-à-dire quand la fourchette vient à l'appui, eh bien, la fourchette remonte un peu, vient appuyer sur notre coussinet digital en le déformant distalement. Et ma paroi, mon pied a une expansion. Et proximalement, la descente de ma phalange va venir aussi appuyer sur mon coussinet digital et je vais avoir une expansion du pied. Diapo suivante. Voilà. Donc ce qu'a montré Stefano Gradi, c'est qu'il n'y a pas de lien direct entre l'appui de la fourchette et la descente de la deuxième phalange, d'une part, et que l'écartement du pied qui se fait essentiellement par l'écartement des cartilages ingulaires va augmenter le volume à l'intérieur du pied et du coup la pression dans le coussinet digital diminue. Donc plus on a de charge sur le membre, moins on a de pression dans le coussinet digital. On n'a pas de lien entre l'appui de la fourchette et le soutènement de la colonne osseuse. Ce que dit Stefano Gradi, c'est que ce sont les barres qui, elles, sont faites pour prendre un maximum de charge. Vous savez que la barre, c'est de la paroi, et cette paroi, qui va se situer du coup obliquement, mais sous les cartilages ingulaires, vont participer à leur soutien. Le cartilage ingulaire vont venir s'appuyer sur sa paroi, donc sur cette paroi qui est de la barre. Donc on a tout intérêt à mettre en charge les barres, à les privilégier, à les faire participer à l'appui pour du coup soulager et augmenter la surface d'appui dans la région postérieure du pied. Donc pour répondre à la question est-ce qu'il faut couper la paroi pour que le cheval ne s'appuie que sur sa fourchette? Eh bien, une charge excessive sur la sole n'est pas physiologique, ça c'est ce que dit Stefano Gradi, hein, et scientifiquement, il n'est pas justifiable de supprimer l'appareil de suspension du pied caractérisé par la paroi et les barres. Et pour rester sur le même sujet, les pieds nus auraient une meilleure circulation sanguine que les pieds ferrés? En fait, il y a eu des recherches qui ont essayé de regarder ça, mais il n'y a aucune recherche qui a prouvé que c'était vrai. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire que on ne sait pas. Par contre, il y a une petite expérience qui a été faite, c'est-à-dire que sur un cheval, on a sur le pied à gauche, qui se trouve à gauche, c'est un fer qui est broché,
Et sur le pied de droite, c'est un fer qui est, c'est un fer plastique collé. Et on s'est rendu compte sur ce cas-là que la vascularisation était plus importante avec le fer plastique collé qu'avec le fer broché. Donc c'est intéressant, mais c'est juste un exemple. Tirer des conclusions avec un exemple, c'est pas très très scientifique. Malgré tout, c'est intéressant de voir ça, surtout par rapport à ce que peut nous dire Franck là-dessus. Alors en 2017, il y a eu une étude qui s'est appelée Calicorne, qui s'est faite au lycée agricole de la baie du Mont-Saint-Michel en partenariat avec le CIRAL. C'est le CIRAL qui a fait toutes les mesures sur les pieds. Et en fait, cette étude s'est articulée autour de 2 phases. Il y a eu d'une part une complémentation en biotine, de façon à voir sur une période de 6 mois si une complémentation en biotine augmentait la vitesse de pouce de pied. Et dans un deuxième temps, les chevaux ont été ferrés avec différents styles de ferrure. Il y a eu une ferrure aluminium collée sur tout le pourtour, un fer aluminium broché, un fer acier broché, et qu'est-ce que j'oublie? Non, c'est ça. Voilà. Et donc, l'étude a duré 6 mois, et au final, ce qui ressort de cette étude, c'est que le pied avec la résine, c'est le pied qui a le poussé le plus. En fait, il a poussé plus que les autres pieds brochés. Voilà. Donc là, on voit un très beau pied résiné. En fait, le pied de droite, c'est une photo et c'est une réalisation de David Plaine, donc je le remercie. Et voilà, donc le matériau n'a pas du tout d'incidence sur la vitesse de pouce et le mode de fixation non plus. Voilà. Donc, on a eu des soucis par ailleurs sur l'étude à montrer que on a eu des problèmes de fixation de la colle. Dans le cadre d'une école, en plus, c'est encore plus compliqué. Mais voilà, sinon, l'étude a quand même pu arriver à son terme. Et la différence est quand même assez significative dans la vitesse de pouce, puisque vous voyez, on a 28% de pouce en plus sur un pied résiné, donc c'est quand même pas rien. 23, donc c'est pas significatif, parce qu'ils avaient mis le significatif à 25%, mais bon, 23%, c'est quand même une belle différence. Et ça peut paraître logique que si on a un cheval qui n'est pas ferré sur les antérieurs, par exemple, il va monter davantage les genoux et ça peut nous aider en dressage, par exemple, pour avoir de meilleures notes. Oui, enfin, il y a notamment Singleton en 2003 qui a fait une étude là-dessus, qui a étudié 6 chevaux avec des fers brochés, acier, ou bien des aigbards, ou bien pieds nus. Et il a regardé en fait les différences cinématiques des chevaux avec ces trois modes opératoires. Il s'est avéré qu'avec des aigbards ou des fers classiques, il n'a trouvé aucune différence. Par contre, il y a des différences entre un cheval qui est ferré et un cheval qui est pieds nus. Notamment le fait que le poids du fer augmente l'inertie. C'est-à-dire, par exemple, quand le cheval est à la phase de soutien, qu'il a le membre sous lui, il y a davantage d'énergie qui est générée par rapport à la flexion, au fléchisseur du coude, par rapport aussi à l'extenseur du doigt, qui doit tenir le membre. Et lorsque le membre est toujours au soutien, mais dans l'autre phase, c'est-à-dire devant le cheval, il y a davantage d'énergie générée pour le fléchisseur du coude et le fléchisseur profond qui doit s'efforcer de tenir ce poids supplémentaire qu'il y a au bout du pied. Donc je dis il y a davantage d'énergie avec des pieds ferrés. Donc ça veut dire que les mouvements sont plus amples et que le poids augmente l'inertie du mouvement. Alors en 97, Villemen a fait sensiblement le même type d'étude en comparant un cheval pieds nus et un cheval ferré, en quantifiant le déplacement vertical des articulations. Alors sur le diapo d'après, on voit donc le déplacement vertical du ferré et du non ferré, donc le ferré en courbe continue et en pointillé le déferré. Au niveau du genou, on voit qu'on a une petite augmentation de la hauteur du genou, un petit peu, sensiblement la même chose au niveau du boulet. Par contre, on voit au niveau du pied, évidemment, on a
vraiment un pied qui va passer beaucoup plus haut quand il est ferré que quand il est pieds nus. Donc la durée et la longueur de la foulée est plus grande chez les chevaux ferrés. Le ferré a plus de flexion du carpe et du boulet au soutien, plus de flexion, assez peu de verticalité en plus, mais la hauteur et la trajectoire du pied antérieur est de 70% plus haute chez le ferré. Alors, sur cette vidéo réalisée par Denis, là, qui est une très belle vidéo, on voit un cheval pleine vitesse. Là, le cheval, il est à 50 km/h, il est au ralenti, mais on voit à droite un cheval ferré avec un acier plat et une plaque, environ 250 grammes, et sur la gauche, un cheval qui est déferré. Et si vous regardez la hauteur de passage sur le membre controlatéral du pied, eh bien, vous allez voir que sur le ferré, évidemment, il passe au niveau du genou et que sur le déferré, le membre passe en dessous du genou. Voilà. Donc cette différence de hauteur permet aussi au trotteur un petit peu de gérer le passage des membres des chevaux. Voilà. Donc ça, c'est un fait indéniable. Un pied ferré va passer plus haut qu'un pied déferré. Oui, donc en fait, un cheval qui est ferré a des allures plus relevées qu'un cheval qui est pieds nus. Et si mon cheval est boiteux et que je lui mets des fers, il va moins boiter. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, ça se dit, ça il paraît. C'est aux États-Unis, c'est Panos qui a fait une étude sur 14 chevaux et qui a mesuré les différences de mouvement avec des chevaux qui étaient boiteux ou dissymétriques. Et en fait, en ferrant 2 fois les chevaux qui étaient boiteux ou dissymétriques, ils se sont rendus compte que ça améliorait les scores de boiterie, que les chevaux boitaient moins quand ils avaient des fers aux pieds que quand ils étaient pieds nus. Et ça, c'est parce que mes fers protègent? En fait, non. C'est Joëlle Stutz en 2018 qui, elle, a étudié ça sur 10 chevaux. Elle a étudié les variables spatio-temporelles sur ces 10 chevaux qui étaient donc ferrés ou pieds nus, avec différents types de fers. Et en fait, les chevaux qui étaient ferrés, tous, ils avaient une démarche qui était caractérisée donc par une plus grande amplitude de mouvement. C'est ce qu'on a dit par rapport au chevaux de dressage. En gros, les membres vont plus haut. Et en fait, c'était ça qui atténuait la boiterie. C'est-à-dire qu'en fait, quand on met des fers aux chevaux, les chevaux boiteux boitent moins. Oui, c'est vrai, ça boite moins parce qu'il y a du poids au bout des pieds. Mais c'est pas pour autant que ça soigne quoi que ce soit. Et si je passe mon cheval pieds nus, je vais aller plus vite? Alors, il y a cette étude qui a comparé au trot l'augmentation de la vitesse des chevaux pieds nus. Et donc, oui, c'est indéniable, le cheval pieds nus, en vitesse pure du cheval, sur un trotteur, 0,7 secondes au kilomètre de plus, enfin de moins, pardon, que le cheval ferré. Donc, c'est toujours la même chose, l'inertie du membre qui fait qu'il monte plus vite, et bien le cheval va passer plus de temps en l'air, et comme il passe plus de temps en l'air, eh bien, ses pieds sont moins au sol. Et si ses pieds sont moins au sol, il va moins vite. Le cheval a besoin d'être au sol pour aller vite. Le temps en l'air, c'est du temps de perdu. Le dernier cheval à avoir couru chez les trotteurs ferrés, c'est Reddy Cash en 2011 et en 2012. Depuis, il n'y a plus un cheval qui a gagné ferré. Et Reddy Cash a recouru quelques années plus tard déferré et s'est mis à la faute, parce qu'il a été démontré également que, par contre, les trotteurs déferrés se mettent plus à la faute que les trotteurs ferrés, en fait. Et puis mon cheval pieds nus, il tourne aussi plus court. Oui, ben moi ça me rappelle un collègue maréchal ferrant mexicain qui va faire les dépannages le dimanche matin avec un scooter 3 roues. Et ça lui permet d'aller très rapidement chez les clients pour faire des dépannages. Et en fait, il m'a expliqué que c'était la différence de mobilité entre les 2 roues qui lui permettait de tourner plus court dans les virages et d'avoir une meilleure tenue de route. Ben pour les chevaux et notamment pour les talons, ben c'est exactement pareil. C'est-à-dire que quand on regarde à gauche, il y a un cheval qui est ferré, à droite, il y a un cheval qui est déferré. Quand on simule un virage, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous allez voir que le cheval ferré... Ça marche pas? On va pas voir. Bon, ben, on voit normalement que le cheval ferré, quand la planche se lève, que le talon se lève beaucoup plus tôt.
et que, évidemment, avec un cheval qui est pieds nus, avec la mobilité de la boîte cornée, il reste au contact de la planche beaucoup plus longtemps. On a vu aussi, lors de l'étude de Villemen, dont parlait tout à l'heure Franck, que le tronc était 11% plus haut chez un cheval qui était ferré. Il monte davantage les membres et il est aussi beaucoup plus haut. Sébastien Corre a montré aussi que quand on compare un cheval au trot en cinématique, on voit que le cheval à droite est ferré, le cheval à gauche est déferré. Et on se rend compte que l'encolure est beaucoup plus haute chez le cheval qui est ferré que le cheval qui est déferré. Et il s'est rendu compte aussi que le tronc était plus haut. Donc tout ça pour dire que si un cheval ferré a le tronc qui est plus haut, si le cheval ferré a l'encolure qui est plus haute, ça veut dire qu'il est moins proche du sol. Et un cheval qui est moins proche du sol, c'est plus difficile pour lui de tourner. Donc par rapport à la question, un cheval pieds nus tourne plus court, est-ce que c'est vrai? Oui. Pour deux raisons. Un, la dissociation des talons qui permet une meilleure déformation de la boîte cornée. Et deuxièmement, un centre de gravité plus bas qui permet de tourner plus court. Et est-ce qu'un cheval avec une maladie naviculaire peut aller mieux en passant pieds nus? Est-ce que c'est possible? Alors, il y a une étude de Villemen qui montre que, je vais essayer d'aller vite parce qu'on est un peu en retard, qu'un cheval sur tapis roulant avec un fer avec barchou n'avait pas moins de tension dans le fléchisseur profond qu'un cheval ferré normalement. Par contre, il y avait une différence entre un cheval ferré normalement et un cheval pieds nus de l'ordre de 14% de moins de traction sur le fléchisseur profond, et qu'un cheval avec un fer compensé sur le terrain dur réduisait de 24% la force sur le fléchisseur profond. Voilà. Les pieds nus auraient un angle palmaire et puis plantaire aussi supérieur aux chevaux ferrés. Alors, il y a une étude qui a montré ça, notamment sur 132 chevaux. C'était Clemens qui a montré ça, sur 132 chevaux qui étaient boiteux des postérieurs. Ils ont regardé, il y avait des pieds nus, il y avait des chevaux ferrés, et on s'est rendu compte que les chevaux qui étaient ferrés avaient un angle plantaire 3 degrés inférieur aux chevaux pieds nus. Donc oui, les angles plantaires des postérieurs chez les chevaux ferrés sont plus faibles. Par contre, on n'a pas réussi à montrer, pourtant il y a des études qui auraient pu le démontrer, mais ça n'a jamais été conclu, que les angles palmaires, c'est-à-dire aux antérieurs, étaient supérieurs chez les chevaux pieds nus par rapport aux chevaux ferrés. Pardon. Les pieds nus décollent plus vite que les pieds ferrés. Oui, alors ça c'est Jenny qui a montré ça. Cette étude, elle l'a faite sur des chevaux pieds nus, sur des chevaux avec une talonnette de 5 degrés, un cheval ferré à plat, un cheval avec un biseau en pince. En fait, ce n'était pas vraiment un relevé de pince, c'est plutôt un biseau en pince, et sur un fer un peu reculé. En fait, ce qu'elle démontre, c'est que pour vraiment avoir une incidence importante sur le départ du pied, donc le parage n'a pas d'incidence sur le départ du pied. L'élévation du talon a provoqué une diminution significative du breakover, mais que les différences de ferrure n'ont pas significativement permis de reculer le breakover, si ce n'est quand on met un fer avec un départ du pied qui se fait en rive interne sur un fer très reculé. Il faut vraiment être très agressif si on veut vraiment avoir une incidence sur le départ du pied pour améliorer le breakover. Voilà, je crois qu'on est en timing ric-rac. Donc on ne va pas pouvoir continuer. On peut continuer, mais on va peut-être passer à la fin. Alors choisissez juste un sujet que vous voulez aborder encore, et après on va devoir s'arrêter malheureusement. Voilà. C'est dommage, on avait plein de choses à dire encore même. Donc on va passer à un seul. Hein. On va faire la fin. T'as pas le temps. On va juste faire la fin. T'as pas le temps. Voilà, donc. À ce qui paraît, tous les chevaux peuvent travailler pieds nus. Alors ça, c'est une vraie question qu'on nous pose et qu'on vous pose certainement. Je pense que la réponse, elle ne tient pas en 30 secondes. Je suis désolé, Anne-Charlotte. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de plusieurs caractéristiques, notamment la race et la conformation de pied. Quand vous avez un cheval comme ça ou quand vous avez un cheval comme ça, je suis désolé, ils ne sont pas égaux pour leur capacité à travailler pieds nus. C'est pour ça qu'on a demandé à une soixantaine de maréchaux de nous lister quelles sont pour eux les races de chevaux qui
tiennent le mieux le choc pieds nus que d'autres. Il s'est avéré que les poneys et les Shetland, c'est eux qui tenaient le mieux le choc pieds nus. Et les pur sang, apparemment, c'est eux qui ont le plus de maths. C'est pour ça qu'on va quantifier tout ça en mettant une note de 5 pour les Shetland et une note de -4 pour les pur sang. Ensuite, on va mettre un bolus, un malus en fonction de la conformation de pied, parce que vous pouvez avoir des pur sang qui ont des très bons pieds aussi. Et aussi en fonction du poids. Un cheval lourd, c'est plus difficile pour lui de travailler pieds nus. Ensuite, il y a la discipline que vous faites avec votre cheval, Valentine. Si votre cheval il fait ce genre d'activité ou ce genre d'activité, ça va pas être la même chose au niveau de la capacité à travailler pieds nus. Donc avec un cheval qui fait rien, on va lui mettre un score de +5, et un cheval qui fait de l'endurance, on va lui mettre un score de -5. Il y a aussi la quantité de travail de votre cheval. Si votre cheval, dans la semaine, son emploi du temps, c'est faire des bisous et manger des carottes, c'est sûr que ça va être facile pour lui d'être pieds nus. Si par contre il est monté 1 à 2 fois par jour, ça risque d'être plus compliqué. Donc un cheval qui fait rien, on va lui mettre un score de +5. Un cheval qui est monté tous les jours, on va lui mettre un score de -4. Ensuite, il y a le type de sol sur lequel vous travaillez. Si vous travaillez sur ce type de sol avec des cailloux, des côtes et des descentes et du rocher, ça va être difficile de rester pieds nus. Par contre, si vous travaillez dans une carrière fibrée, ça va être beaucoup plus confortable. Donc sur un sol qui est fibré avec du caoutchouc, on va mettre un score de +2. Et quand vous êtes en extérieur, et encore plus avec des cailloux et du rocher, vous allez descendre jusqu'à -5. Ensuite, il y a l'alimentation qui peut avoir un effet. Un cheval qui est carencé, il va avoir des pieds certainement en moins bonne santé, comparé à un cheval qui est complémenté en minéraux ou en vitamines. Donc un cheval qui a une alimentation qui est riche, et notamment analysée en minéraux et en vitamines, on va lui mettre un +2. Un cheval qui est sous-alimenté, ça va être plus difficile pour lui de travailler pieds nus. Ensuite, il y a les conditions de vie. Si votre cheval il est dans du coton, en box, avec de la paille qui est changée toutes les 3 heures, je pense que, et puis qui va un petit peu au paddock, etc., je pense que ça va être plus facile pour lui de travailler pieds nus, comparé à un cheval qui est dans la boue du matin au soir, 7 jours sur 7. Donc un cheval qui est en box avec une bonne litière, on va lui mettre un score de +3. Un cheval qui est au pré, on va lui mettre -1, sachant qu'il va y avoir du malus si, évidemment, en plein hiver, il est dans la boue, avec des cailloux ou dans de la pente. Ensuite, il y a une autre caractéristique qui influe sur le fait de passer pieds nus, c'est la saison. Quand on est en hiver, notamment quand c'est plus humide, la corne l'abrasion de la corne est plus importante, de par l'humidité, comparé à un temps qui est sec. Donc en fait, au printemps, ça va être plus facile de passer pieds nus qu'en hiver. Donc en fait, vous voyez qu'on a tout un panel de caractéristiques à mesurer. Par exemple, Valentine, si on prend l'exemple de votre cheval. Moi, c'est un sel français. C'est un sel français. Donc déjà, on va partir avec un score de 0. Ensuite, quelle discipline vous pratiquez? CSO amateur. CSO amateur, c'est bien, hein, pour un galop 3. Ensuite, la quantité de travail. 4 fois par semaine. 4 fois par semaine, c'est beaucoup. Déjà, vous allez avoir un -2 qui arrive. Sur quel sol vous travaillez votre cheval? Moi, je suis en carrière, mais carrière sable. Ok, donc on va mettre un score de -1. L'alimentation, qu'est-ce qu'il mange votre... Complètement analysé, oh là, contrôle. Vous êtes un peu vétérinaire, vous. Donc ça fait +2 au niveau des conditions de vie. En Bretagne, dans un pré, plein de boue. Ah, ça c'est déjà un petit peu moins bien, donc on va mettre -1 par rapport au fait qu'il soit en pré 24-24, et de la boue, ça va faire -2. Et en fait, vous voudriez le passer quand, pieds nus, votre cheval? En décembre. Ok, en hiver, donc ça va faire -2. Bon, au final, voilà ce que ça donne. Si on quantifie tout ce que vous avez rempli, on se retrouve avec un total de -5. Donc, est-ce que le travail pieds nus semble compliqué? Moi, je pense que oui. Je pense que ça va être compliqué par rapport à ce que vous me dites de passer pieds nus. Par contre, on peut s'adapter. C'est-à-dire, on peut changer des choses dans cette grille qui va permettre de passer pieds nus. Par exemple, est-ce que vous ne pourriez pas, au lieu de le monter 3-4 fois par semaine, le monter que 2 fois par semaine? Oui. Voilà. Donc on va passer de -2 à 0 sur la quantité de travail. Est-ce que aussi, ça coûte un petit peu plus cher, mais est-ce que vous ne pourriez pas le rentrer au box la nuit et le mettre la journée sur un sol propre au paddock, votre cheval? Aussi. Ça va régler déjà beaucoup de choses, parce qu'on va passer de -1 et de -2 en conditions de vie à 0. Enfin, est-ce que ça vous dérange d'attendre le printemps pour passer votre cheval pieds nus? Non. Ça tombe bien aussi, parce qu'on va passer de -2 à 2. Et en faisant ça, je pense qu'on a un total de 4, ce qui devient positif. Donc moi, ça me rappelle aussi hier, j'ai fait la même chose sur un cavalier professionnel de spectacle
qui monte des chevaux espagnols, qui m'a posé les mêmes questions. Donc je lui ai rempli la grille. Et donc sur son cheval espagnol, donc c'est un ibérique qui fait du dressage. Il monte tous les jours pourtant, hein, donc il a -4 en quantité de travail. Mais il travaille sur du sable de rivière. Son alimentation est peut-être normale, mais il est au box avec quelques sorties paddock. Et il est déféré en été. Là-dessus, il n'y a aucun souci. On peut rester pieds nus. Merci beaucoup. Donc, à la réponse, est-ce que tous les chevaux peuvent rester pieds nus? La réponse est oui. Tous les chevaux peuvent travailler pieds nus, mais il faut juste que les cavaliers et les propriétaires soient capables de s'adapter. Voilà les mots de la fin. Merci beaucoup. Bravo.